Bonjour Tom. Bonjour Christelle qui anticipe mon bonjour. Euh, donc on est arrivé au 23e SITREP du 14 janvier 2017. Ouais, ouais, Tu ouais. nous accordes ce nouvel entretien pour nous donner la température, deux fois plutôt qu'une d'ailleurs, sur le terrain dans le Donbass parce qu'il commence à faire froid, mais aussi parce que la situation recommence à nouveau d'être menaçante avec des comportements et des opérations militaires ukrainiennes toujours plus immondes, toujours plus ignobles, toujours plus criminelles. Voilà, donc c'est l'occasion de rappeler encore une fois que ce qu'on nous en raconte dans les médias occidentaux est une vaste fumisterie, une vaste blague, une vaste imposture. Et je te laisse la parole pour nous montrer à quel point ça l'est. Ouais, donc si le climat est froid, hein, comme toujours ici en hiver, on a encore eu récemment des grosses chutes de neige. Oui. Effectivement, sur le plan militaire, la situation est plutôt chaude, puisque cette semaine, l'armée ukrainienne a violé 4988 fois le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk, soit 48% de plus que la semaine précédente, dont 1500 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, donc je rappelle artillerie, mortier, chars d'assaut et lance-roquettes multiples, auxquels il faut rajouter les 964 tirs des dernières 24 heures, des tirs qui ont concerné 23 localités de la République. Donc on peut voir que le cessez-le-feu de fin d'année est définitivement mort. Hein. Bon, il n'a jamais été réellement bien en vie, mais enfin, ouais. Il était plus ou moins mort-vivant, quoi. Ouais. Alors là, il est complètement mort. Il est revenu quasiment en cadence de tir de la mi-décembre. Des tirs qui ont principalement touché les localités de Shirokaya Balka, Zaitsevo, Jabitchevo, Spartak Alexandrovka, Leninskoye, Komintarnovo, Dzerzhinskoye, Oktябрь, Железная Balka, Mineralnoye, Yasinovataya, Krutaya Balka, Luganskoye, Железная Dolomitnaye, Mirkhailovka, Ozerianovka, Nijne Toretskoye, Vassilievka, Sakhanka, la zone de l'aéroport et le quartier de Trudovski à Donetsk. D'accord. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup, hein. Là, ils sont un peu déchaînés. Hein. Des bombardements qui ont endommagé ou détruit 5 habitations à Zaitsevo, Gorlovka et dans le sud de la République populaire de Donetsk, un bâtiment ferroviaire à Yasinovataya, ouais, qui a aussi été endommagé, et un autre bâtiment a été détruit à Krutaya Balka. Des Baltsevo, 500 foyers sont toujours sans électricité après que les lignes électriques aient été touchées par des bombardements. Bon, des tirs toujours corrigés à l'aide de drones, hein, ça ouais, c'est pas une équipe qui gagne. Toujours en violation des accords de Minsk, je le rappelle. De toute façon, les drones, là, ici, ça permet d'assurer qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais que c'est une volonté affichée. Et que, évidemment, quand il faudra passer devant un tribunal international, ce sera un petit peu difficile d'expliquer que tout ça a été... Désolé, on n'a pas fait exprès, on a tiré au pif. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. On n'avait pas eu la semaine derrière de statistiques sur les morts et les blessés, donc là ils ont regroupé en fait sur les trois dernières semaines, oui, donc depuis Noël. Donc en 3 semaines, les bombardements ukrainiens ont fait 11 morts, tous parmi les soldats, et 32 blessés, dont une fille de 11 ans, une civile. Les services de renseignement... Hein. C'est une terroriste, hein, il faut pas l'oublier. Oui, 11 ans, voilà, c'est une terroriste tout ça à fait commence très déjà. dangereuse. Hein. 11 ans, ouais, très dangereuse, ouais, au moins. N'importe quoi. Les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont d'ailleurs repéré de nouvelles armes présentes en violation des accords de Minsk. Donc là, ils ont changé un peu la configuration de ce qui est en face de chacune des 3 grandes zones qui sont Gorlovka, Donetsk et Mariupol. Donc près de Gorlovka a été détectée une batterie de canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, un bataillon de chars d'assaut, une compagnie de véhicules de transport de troupes blindées, donc des BTR, et un peloton de BMP, donc véhicules de combat d'infanterie. Oui. Près de Donetsk, un bataillon d'infanterie renforcé avec un peloton de chars d'assaut et 2 pelotons d'artillerie qui sont organisés avec des canons automoteurs Gvozdika et des Jetsin B et une batterie de mortier de 120 mm. Près de Mariupol, une batterie de canon automoteur de 122 mm, une batterie de mortier de 82 mm et 2 compagnies de chars d'assaut. Donc il y a des endroits où ça s'est un petit peu dégarni, d'autres où en fait le type d'armement a changé. Bon, avec
avec le temps. Ils se Puis bon, repositionnent. et puis la propension aussi de l'armée ukrainienne à laisser le matériel, même en plein hiver, n'importe comment. Il est fort possible qu'ils aient en fait un certain nombre de pièces qui est fini gelées ou cassées ou des choses comme ça. L'hiver dernier, ils avaient eu ce sketch-là déjà. Ça ne peut pas, je dirais, nous rendre tristes, hein, au contraire. Hein. C'est toujours ça qui ne marchera pas pour bombarder les civils. Hein. Bon. Dans ce contexte donc de recrudescence des bombardements, le 10 janvier, l'armée ukrainienne a tenté d'attaquer les positions de l'armée de la RPD près de Spartak, donc pas loin de l'aéroport. Oui. Un échec cuisant qui a fait 2 morts et 5 blessés au sein de l'armée ukrainienne. Récemment, les forces armées ukrainiennes ont aussi tiré au mortier sur le point de passage de Mayorsk et à Alexandrovka aussi en périphérie de Donetsk. Ce sont des snipers cette fois qui sont stationnés en face à Mariinka et qui sont à l'œuvre depuis quelques temps, tirant sur les civils, parmi lesquels ils ont déjà fait plusieurs blessés, dont une mère de 2 enfants et un jeune homme qui a perdu un bras, eux aussi sûrement de dangereux terroristes. Ah bah oui, forcément. Quel courage, hein, tu parles. Quel courage. Les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont aussi détecté la présence de soldats ukrainiens à moins d'1,5 km de la station d'épuration de Donetsk, en violation d'accords conclus entre les 2 armées, mais aussi de la Convention de Genève, au passage. Oui, bah voilà, ça une de plus. L'armée ukrainienne qui a aussi touché à coups de missiles Grad la localité de Mariinka, qui est quand même sous son contrôle, je le rappelle, lors de tirs effectués depuis la localité de Peski, qui est aussi sous son contrôle. Oui. Donc, qui s'amusent à tirer sur leur propre territoire. Donc, est-ce qu'ils ont visé en fait le district de Petrovski qui est entre les deux et qu'ils ont loupé leur cible ? Ou est-ce qu'ils ont tiré délibérément pour attribuer la responsabilité à l'armée de la République populaire de Donetsk ? On ne sait pas très bien. Ça sent le false flag aussi, ouais. Ça sent le false flag, ou voilà. Bon, Mariinka est vraiment très proche de Petrovski, donc la jonction entre les deux passe très vite de l'un à l'autre. Donc le lendemain de notre dernier SITREP, le 8 janvier, on fêtait ici un assez triste anniversaire puisque nous étions le 1000e jour de la guerre, ici. Et l'armée ukrainienne n'a rien trouvé de mieux à faire pour marquer ce sinistre anniversaire que d'enlever de nuit une vingtaine de civils dans le village de Kurakhovo pour les amener menottés sur la ligne de front près de la localité de Mariinka. Ouais, forcément. On rappelle que ceci est un crime de guerre. Un crime de guerre qui a été commis par la 10e brigade d'assaut de montagne des forces armées ukrainiennes et l'unité Alpha du SBU. Ouais. Donc là, ça pue clairement le false flag. Ah oui. Donc dès qu'ils ont appris les faits, les autorités de la République populaire de Donetsk ont rendu ce dernier public immédiatement et ont exhorté l'OSCE et les représentants de l'ONU à prendre connaissance de ces faits et à agir. Donc suite à cette médiatisation, miraculeusement, les civils ont été ramenés à Kurakhovo. Qu'est-ce qui se serait passé une fois que le merdier a été vanté, Mais malheureusement, donc on peut effectivement que spéculer sur ce qui a motivé ce nouveau crime, sur ce qui aurait pu arriver à ces civils. Si l'armée de la République populaire de Donetsk ne respectait pas le cessez-le-feu, on peut imaginer ce qui se serait passé. On peut imaginer aussi l'utilisation médiatique et diplomatique qui aurait pu être faite donc de la mort de ces civils. Cette nouvelle provocation montre une fois de plus le peu de respect que l'armée ukrainienne et que le SBU ont pour les civils du Donbass qu'ils prétendent venir libérer. Oui. Avec des libérateurs comme ça, t'as pas besoin d'envahisseurs. C'est clair, oui. C'est clair. C'est vraiment immonde. C'est vraiment immonde. C'est vraiment une honte. Et les gouvernements européens couvrent ça, je rappelle quand même. Absolument, oui. La passivité de la France et de l'Allemagne, qui sont pourtant garants des accords de Minsk, c'est un scandale. Et d'ailleurs, comment s'en étonner, puisque on a la même attitude de la France en Syrie vis-à-vis des terroristes qui font du bon boulot, comme le Front al-Nosra, qui s'est emparé des 3 sources d'alimentation d'eau potable de Damas, qui concernent 5,5 millions de citoyens. Aucun discours de l'ONU pour dénoncer ça. Comme d'ailleurs contre les agissements de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Pareil. Et évidemment, le sponsor final, qui est nos amis américains, Washington. Voilà. Pas bon. Rien qui est étonnant.
Un peu étonnant. Ouais. Pendant ce temps, les désertions et affrontements entre soldats ukrainiens augmentent. Entre autres, je ne vais pas faire une liste totalement exhaustive, mais certains faits qui ont été assez marquants, comme ce soldat du 2e bataillon de la 30e brigade mécanisée qui a quitté son poste avec son arme, était parti pour la zone de Volnovacha où il comptait vendre son arme et ses munitions pour rentrer chez lui dans le centre de l'Ukraine avec l'argent obtenu. Un soldat du 1er bataillon de la 72e brigade mécanisée qui a lui aussi déserté. Bon, résultat, les soldats du bataillon ont été interdits de quitter la base. Résultat, ils se sont mis à picoler. Ouais. 4 soldats du 501e bataillon de la 36e brigade d'infanterie de marine qui ont aussi quitté leur position avec armes et munitions, pendant que leurs collègues du 137e bataillon, eux, se sont battus entre eux avec leurs armes, faisant 3 blessés. Ah, c'est charmant, hein. Voilà. Quelle cohésion. C'est magnifique. D'ailleurs, au niveau compétences au combat, on a encore pu découvrir à quel point l'armée ukrainienne... comment dire ça de manière... C'est une armée d'élite, c'est ça? Ouais, niveau pied nickelé, ouais. Ah oui, d'accord. Niveau pied nickelé, puisque le 11 janvier, donc, des soldats de la République populaire de Donetsk ont trouvé les corps de 3 soldats ukrainiens morts à 500 mètres de leur position, qui sont dans le sud de la République populaire, et qui ont tous les 3 été tués par l'explosion d'une seule mine. Ce qui veut dire qu'ils avançaient groupés au beau milieu d'un champ de mines. Ce qui, normalement... pas quoi. Oui, c'est évident. Ouais. Voilà, donc il y en a un qui a marché sur une mine et puis ils sont tous morts dans la même explosion. Hein, donc rayon compétences militaires, l'armée ukrainienne c'est toujours pas ça. Malgré les entraîneurs, des instructeurs étrangers. De l'OTAN en particulier. Hein. Ouais, de l'OTAN en particulier, on voit pas beaucoup l'amélioration sans vouloir être méchante. C'est-à-dire que quelque part ça rassure dans un certain sens, c'est-à-dire que la Russie a des raisons de ne pas trop s'inquiéter de la présence des troupes de l'OTAN. De l'OTAN à ses frontières, ces instructeurs de l'OTAN reflètent la compétence des armées de l'OTAN correspondantes. Ouais, il faut s'attendre à une belle raclée si jamais ils osent rentrer sur l'enclave de Kaliningrad. Hein. Oui, ça promet, ouais. Hein, je pense que ça offrira un grand moment de rire, je crois qu'on pourra sortir le popcorn. Ouais. Bon, d'ailleurs, c'est à cause du fait que c'est une bande d'incompétents qu'ils n'ont rien de mieux à faire que de tirer sur des civils. Oui, déjà. Hein, puisque le 13 janvier, donc hier, un point de distribution d'aide humanitaire de Krutaya Balka a été bombardé par l'armée ukrainienne. Les soldats ukrainiens ont tiré sur la foule de civils qui recevaient de l'aide humanitaire à coups de lance-grenades anti-chars et d'armes légères. Lance-grenades anti-chars sur des civils. Sur des civils qui reçoivent de l'aide humanitaire. Oui, c'est très clair. Je veux dire, là, ça illustre parfaitement l'intervention antiterroriste ukrainienne dans le Donbass. Hein. Je veux dire, là, ils étaient extrêmement dangereux, ces civils, quand ils recevaient de l'aide humanitaire. Il faut quand même les comprendre, ces pauvres soldats. Hein Je pense que... s'il y en avait qui avaient encore besoin de preuves que le but de l'armée ukrainienne, c'est de se débarrasser de la population du Donbass... un génocide, tout ça. C'est ça. Ouais. Et puis sans compter certainement la rupture de stock des réserves de vodka frelatées en passage. Parce que vu... S'ils veulent, on peut en renvoyer. Oui. Une cargaison ou deux. Et dans la zone du Donbass qui est occupée par cette même armée ukrainienne, les forces armées ukrainiennes ont bombardé une zone résidentielle de la localité de Krasnogorovka, faisant un blessé parmi les civils. Donc, d'après les habitants, le bombardement a été mené depuis la direction de Kurachovo, dont on a parlé plus tôt, où ils ont kidnappé 20 civils. Oui. Des témoignages qui sont cohérents avec les dégâts enregistrés. Et bien entendu, l'OSCE a rapporté ce fait, mais, sans dire quelle était la direction du bombardement. Ah bah, évidemment. Voilà. Évidemment. Voilà. Alors, rayon couverture objective de la situation dans la zone de conflit par les observateurs de l'OSCE. Encore une fois, on repassera, c'est pas pour aujourd'hui. C'est récurrent, c'est clair. Ouais, ça devient tellement répétitif qu'à la fin, on n'est même plus surpris, quoi. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se justifier quand il va falloir qu'ils s'expliquent sur leur complicité passive, parce qu'à ce niveau-là, c'est même plus de l'incompétence. C'est même plus passive, là, c'est carrément... Enfin, je veux dire, quand tu as les témoignages des habitants, que tu constates les dégâts, que tu peux donc tirer un fil depuis la zone où l'obus est tombé, et puis que tu tombes sur une zone qui est clairement détenue par l'armée ukrainienne, ne pas le mettre dans le rapport, c'est couvrir l'armée ukrainienne, et essayer de faire passer ce bombardement
pour un bombardement de l'armée de la République populaire de Donetsk. Ça, je suis désolé, là l'OSCE ne fait absolument pas son travail, absolument pas. Et c'est donc la raison pour laquelle il va certainement y avoir des choses moi, je dirais, à expliquer. Et comme ça sera très difficile de justifier ça vu les évidences, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont croupir en prison jusqu'à la fin de leur jour. Ça servira d'exemple pour l'avenir. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Au niveau situation politique, accord de Minsk, on va parler un peu de Miss Nadia Savchenko. Ah. Miss Savchenko, qui joue un jeu assez bizarre, en fait, assez étrange concernant les accords de Minsk. Donc, fin d'année dernière, je fais un petit rappel, donc elle avait réussi à organiser une réunion avec Zakharchenko et Plotnitsky à Minsk. Elle avait réussi à les rencontrer et à mettre au point en fait un échange de prisonniers qui avait lieu fin décembre, donc on en avait parlé. Ouais. Et en fait, cet échange avait eu lieu sur son initiative. Et en fait, contente de cette première réussite, elle décide de continuer sur sa lancée, donc à proposer de rencontrer à nouveau les deux chefs des républiques populaires à Donetsk et à Lugansk, puis à Kiev. Bon. Oui. On sait bien que c'est pas possible pour des raisons évidentes de sécurité, qui ont été encore rappelées aujourd'hui par Alexandre Zakharchenko lors de sa conférence de presse. Bon, elle était un peu trop enthousiaste. Elle a peut-être un peu oublié la situation dans le Donbass, peut-être. Oui, puis elle a surtout oublié qu'elle n'a pas un niveau suffisant en tant que députée de la Rada pour garantir la sécurité des deux chefs d'État qui sont considérés par l'Ukraine comme étant des chefs terroristes, quand même, il faut le rappeler. Absolument. Mais dans la lignée donc, de ces négociations qu'elle mène avec les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk concernant cet échange de prisonniers, selon la formule tous contre tous, donc elle essaye en fait, semble-t-il, de faire appliquer au moins un point des accords de Minsk. Savchenko vient en fait de publier in extenso la liste des prisonniers ukrainiens qui sont concernés par l'échange, ainsi que ceux de la République populaire de Donetsk et de Lugansk. Bon, faut savoir que jusqu'ici ces listes étaient secrètes et classifiées. Donc, là, je te raconte pas le pavé dans la. Ah bah là, ça fait mal, hein. Oui, ils aiment pas de la publicité. Hein. Pas vraiment. Et on va comprendre pourquoi, puisque alors que la partie ukrainienne a envoyé une requête pour 129 personnes et est en recherche de 494 autres, la RPD et la RPL ont indiqué n'avoir que 42 prisonniers. Donc autant dire que les autres que l'Ukraine cherche sont soit morts au combat mais n'ont pas été déclarés comme tels par le commandement, soit déserteurs. Et alors que la République populaire de Donetsk a réclamé 524 personnes et la RPL 377, l'Ukraine n'a confirmé la présence dans ces geôles que de 256 personnes. Bon, autant dire que les autres sont soit exclus des listes officielles et croupissent dans les fameuses prisons secrètes du SBU, soit ils ont été exécutés. Hein. C'est quand même un très mauvais signe de voir aussi peu de personnes par rapport à celles qui sont réclamées. Et ça en dit long sur la façon dont l'Ukraine traite ses prisonniers de guerre quand même. Hein. Donc l'échange proposé serait donc un échange de 42 contre 256. Mais suite à cette publication, les autorités de Kiev s'affolent parce que on se rend bien compte qu'il manque un paquet de noms dans les listes côté ukrainien, 581 pour être précise, qui risque bien de devoir être rajouté à la liste des pertes ukrainiennes, très certainement dans la catégorie des morts, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Bon, je pense qu'il y en a un bon petit paquet qu'on va retrouver dans les puits de ventilation des mines du Donbass, puisque l'armée ukrainienne a pris l'habitude de jeter les cadavres encombrants de certains de ses soldats morts dedans. Oui, forcément. Voilà, mais en clair, le commandement de l'armée ukrainienne va devoir revoir le chiffre de ses pertes à la hausse, et vu le niveau actuel du moral de ses troupes, et les désertions qui vont toujours bon train, tel aveu pourrait quand même attiser les vocations de nouveaux futurs déserteurs, et de mettre Poroshenko et le commandement ukrainien dans une situation encore pire que celle qui est déjà désastreuse actuellement. Donc, je pense que ça promet encore de nouveaux rebondissements, mais la Nadia Savchenko, je crois qu'elle n'a pas fini de mettre le bazar à Kiev. Hein. C'est-à-dire que on égrène en fait les chiffres de déserteurs, de morts qui ne sont pas déclarés, mais tout ça, ça concourt à convaincre en fait les soldats comme les familles de soldats que Kiev les envoie comme chair à canon sur le théâtre d'opération du Donbass. Hein. Et ça, si c'est pas une bonne manière de se tirer une balle dans le pied que de laisser, je dirais, sans réagir finalement, une certitude se propager dans l'esprit des gens. Là, en l'occurrence, les Ukrainiens, les familles ukrainiennes qui ont déjà vécu la perte d'un de leurs jeunes,
Poroshenko risque fort de les avoir en face bientôt. Hein. C'est C'est ça. évident. Hein. Ça, pendant ce temps-là, on va dire aux Pays-Bas, donc le gouvernement des Pays-Bas continue de jouer un jeu plus que trouble concernant l'enquête du MH17. Oui. Puisque le week-end dernier, à leur retour aux Pays-Bas, 2 journalistes qui étaient venus enquêter ici sur le crash du MH17 ont été arrêtés et leur matériel saisi dès leur arrivée à l'aéroport. Ouais. En plus de fragments du MH17 et d'un fragment d'os qui avait été trouvé en fait dans une des zones de stockage des restes de l'avion, les cartes mémoire de leurs appareils photo, caméras et téléphones ont été saisies. Un tribunal a ordonné que certaines des photos soient supprimées, ce que contestent les journalistes qui proposent un compromis de flouter les visages, parce qu'ils ont pris des photos quand ils se sont fait arrêter, etc. Donc, d'accord. Mais aussi certaines photos où apparaissent des gens du comité d'enquête néerlandais et bon, ils ont dit non, on floute les gens si vous voulez, mais il est hors de question qu'on supprime les photos. Mais surtout, les journalistes s'inquiètent du fait que certaines des interviews qu'ils ont faites devaient être anonymisées pour la sécurité des personnes concernées, et que l'autorisation donnée par ce tribunal de donner le matériel des journalistes au comité d'enquête veut dire que potentiellement les membres du SBU qui font partie de ce comité d'enquête pourront accéder à ce matériel. Donc, on a peut-être des personnes qui vont se retrouver en danger. Et donc la Russie s'est montrée très inquiète au sujet de cette censure. Et donc Alexandre Zakharchenko a lui aussi commenté cet incident aujourd'hui, lors de cette conférence de presse où nous étions, se disant indigné de l'état de la démocratie en Europe, que cet incident montrait que le comité d'enquête n'avait pas fait correctement son travail, puisqu'une grande quantité de fragments de l'avion se trouve toujours ici. C'est un doux euphémisme. Hein. Je pense que si on regarde ça d'une manière générale, avec un regard un peu généralisé, je dirais... on se rend compte que si les enquêteurs néerlandais, si les autorités néerlandaises voulaient étouffer l'affaire, en tout cas empêcher une enquête plus approfondie qui éventuellement invaliderait la propagande selon laquelle c'est la Russie, ou en tout cas la Russie aurait été complice de la destruction de cet avion avec comme principaux coupables les forces armées de la République populaire de Donetsk. Je veux dire, là, il ne s'en prendrait pas différemment. Enfin, il ne ferait pas ça d'une façon non, c'est clair. Là, si vous voulez désigner le fait qu'ils se sentent quand même morveux et qu'ils ont des trucs à cacher, là, je crois que... Ah ben, c'est très net, hein. Oui, c'est très net. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que qui se sentent morveux, puisque si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, après, donc, on est parlé de cette décision d'une cour de Moscou qui avait déclaré que les événements qui ont eu lieu en février 2014 étaient bel et bien un coup d'État. Oui. Donc, suite à cette décision, l'ex-premier ministre ukrainien Nikolai Azarov a lancé l'idée de former un gouvernement ukrainien en exil afin d'offrir une alternative au peuple ukrainien. Donc, une initiative qui vient un peu tard, selon certains, comme le directeur de l'Institut ukrainien d'analyse et de management, Ruslan Bortnik, qui estime que ça aurait dû être fait en 2014 pour que cela puisse marcher. Mais une idée qui a de quoi quand même rajouter une couche niveau affolement à Kiev. Hein, déjà qu'ils ont plein de raisons de s'affoler, mais là, ça va pas les détendre. Et pendant ce temps-là à Kiev, ils sont tellement pas détendus qu'ils s'en mêlent carrément les jambons quand même. Cette fois, c'est Irina Gerashchenko, première vice-présidente du Parlement ukrainien, qui nous a offert ce petit pendant ce temps-là à Kiev. Puisqu'en voulant ironiser sur le mal que les sanctions anti-russes ont fait à la Russie, elle a en réalité annoncé sur Facebook le mal qu'elles avaient fait à l'Union européenne. Oui. Voilà, parce qu'elle a utilisé un article du média Ekonomicheskaya Pravda comme source, et en fait elle a confondu la Russie avec l'Union européenne dans l'article, attribuant à la Russie les 17,5 milliards d'euros de pertes qu'a subi l'Union européenne. Dans la série des sorties des pieds nickelés, elle est bien placée en tout cas. Hein, après Poroshenko qui décrivait le soir de Noël les soldats ukrainiens comme combattants pas moins que l'antéchrist, là on a la preuve qu'il est haut responsable politique parce qu'elle est quand même première vice-présidente du Parlement ukrainien. Hein, c'est pas la secrétaire qui fait le café. Oui, voilà, encore une qui s'est ridiculisée en public à peine l'année 2017 commençait. Ils font très fort. Hein, là, ils commencent l'année en fanfare, hein, les Ukrainiens. Hein, là, ça devient n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Des pieds nickelés. Et on pensait que c'était réduit à une
une bande dessinée historique, un peu marrante, mais on se rend compte que vraiment dans la réalité, on a Ça existe pour de vrai, ça se trouve en Ukraine, là ça fait peur. voire pire, hein, parce que peut-être que finalement la série était un peu, on dirait, c'est difficile à dire comment c'est un petit peu plus prudente, je dirais, dans la façon de présenter les inepties ou les conneries de ce genre, quoi. Ouais, ouais, Hein, on était à une autre époque où les gens avaient un minimum de sérieux, et là, visiblement, c'est open bar, hein, dans les conneries. Hein. C'est un cirque à ciel ouvert, c'est un asile psychiatrique, enfin franchement là, il n'y a pas d'autre terme pour décrire ce qui se passe à Kiev, là c'est c'est n'importe quoi. C'est déplorable. C'est vraiment n'importe quoi, donc bon, on voit bien que ça part complètement aux couilles, aussi bien au niveau des autorités que de l'armée, donc du haut jusqu'en bas, tout est dans le même état. Et, bon, ça serait franchement comique si ça n'avait pas des conséquences gravissimes. Des conséquences graves, hein, des conséquences graves pour les soldats ukrainiens, entre autres tous les conscrits de force qui sont envoyés comme chair à canon de manière débile, puisque l'Ukraine ne peut pas gagner, elle a déjà perdu la guerre, c'est juste qu'elle refuse de l'admettre. Pour les familles qui vivent en Ukraine, qui doivent s'en sortir de plus en plus difficilement sur le plan financier, avec des salaires ou des retraites qui ont été coupées par deux pour certains, alors que les charges, entre autres communales pour certaines, ont été multipliées par 3. Parallèlement à une corruption une corruption hein. qui est devenue encore pire qu'à l'époque de Yanukovych. Et en plus, ça va pas s'arranger, puisque l'Ukraine s'étant coupée du marché russe, qui était son marché principal, tout en ne récoltant que des miettes du marché européen, l'économie ukrainienne ne va pas pouvoir se remettre. L'Ukraine est en train de s'effondrer totalement sur le plan économique, industriel, mais aussi sociétal, et on va dire morale. C'est un effondrement complet de la société ukrainienne. Et ça va très mal se finir pour l'Ukraine et pour les personnes qui y vivent. Et le problème, c'est que ce sont les citoyens lambda qui vont payer. Et le problème, c'est que les citoyens lambda ukrainiens... moi, j'ai vu un micro-trottoir encore récemment qui a été fait par Anatoly Chary à Kiev. Les gens râlent, sont bien conscients que c'est du grand n'importe quoi pour certains. D'autres soutiennent les autorités de Kiev. Mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Donc les gens râlent mais ne font rien, laissent faire. Et le problème, c'est que j'ai bien peur qu'ils ne réagissent qu'une fois qu'il soit trop tard, c'est-à-dire quand l'effondrement de l'Ukraine sera arrivé à un point tel que ça sera visible, que plus personne ne pourra dire que c'est pas vrai, que c'est de la propagande poutinienne, etc. Mais il sera trop tard. Il est déjà trop tard. L'Ukraine s'est engagée sur un sentier sans retour, et ça va très très mal se finir pour le pays et pour les personnes qui y habitent. Ça, malheureusement, ils avaient la possibilité de se révolter comme les gens l'ont fait ici dans le Donbass. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, puisqu'ici ça a été fait. Le peuple du Donbass a montré qu'il était possible de se dresser contre ce coup d'État, de dire non, de se révolter et de tenir tête, puisque ça fait plus de 2 ans et demi qu'ici on tient tête. Donc c'était faisable, ce n'était pas du tout quelque chose d'impossible. C'était une question de volonté populaire. Ici, elle a eu lieu, dans le reste de l'Ukraine, ça n'est pas le cas. Et maintenant, les gens râlent, disent maintenant on est pauvre, on n'a plus rien, etc. Ben oui, mais... On a un petit peu la même chose en France, hein. Je pense que... On a la même chose en France et dans beaucoup de pays européens, beaucoup de gens râlent chez eux, sur Internet, mais ne se bougent pas de manière active, de manière tangible, pour faire changer les choses. Et ils vont attendre d'être le nez contre le mur pour, à un moment, réagir. Mais ça sera trop tard. Ils vont se manger le mur. Ils vont tous se manger le mur et ça va faire très très mal. Oui, parce que les responsables de ça,
se rendent compte que les gens bougent pas, même s'ils râlent, donc ils se disent on y va encore plus loin, hein, puisqu'ils bougent pas. Oui, tant qu'il n'y a pas des manifestations de masse dans le centre de Kiev ou dans les grandes villes ukrainiennes pour réclamer la démission de Poroshenko, de toute la clique, mais aussi de tous les nationalistes, les nazis aussi qui ont été installés, par Boubi, etc. Ouais. Je veux dire, pourquoi ils s'arrêteraient ? Pourquoi ils s'arrêteraient de piller l'Ukraine ? Ils peuvent faire les poches du peuple ukrainien tranquillement. Les mecs qui râlent, mais ils se laissent faire. Donc, au bout d'un moment, ce sera chacun et à chacune d'assumer ses actes, ses compromissions, et est-ce que les gens vont accepter de laisser faire ? De laisser faire, parce que les gens ont laissé faire une dérive fascisante, nazie des autorités ukrainiennes. Quand il sera temps de payer l'addition, il faut que les gens soient bien conscients que c'est eux qui vont la payer, l'addition. On espère bien qu'on va la faire payer aux grands responsables aussi, aux Poroshenko, etc. Mais celles et ceux qui vont payer le prix le plus lourd, ça va être le peuple. Que ce soit en Ukraine ou en Europe. Et ça, il est temps que les gens se réveillent et s'en rendent compte, parce que après, il sera trop tard, et il sera plus temps de dire « Ah bah oui, mais je savais pas ». Enfin bon... À l'heure d'Internet, ne pas savoir, c'est un petit peu facile. Hein. C'est un petit peu facile. Voilà. Donc, je pense que les gens qui cherchent l'information, ils la trouvent. Ils la trouvent. Donc, il la trouve, donc voilà, là c'est un peu, on voit les soubresauts de l'Ukraine, hein. On voit bien que là, la recrudescence ici dans le Donbass est parallèle à l'augmentation de l'affolement à Kiev, puisqu'on en vient à des manœuvres absolument immondes, comme ce kidnapping d'une vingtaine de civils à Kurachovo. Là, on voit bien qu'ils sont en mode faut déverser un maximum d'essence sur le sol, et puis craquer toutes les allumettes, allumer tous les briquets pour foutre le feu, quoi. Hein. C'est vraiment on sent l'affolement, et la question c'est jusqu'où ça va aller, et vers quoi ça va nous mener. Donc voilà la situation pour cette semaine. On verra comment la situation évolue la semaine qui vient. Bah oui, parce que la semaine qui vient, c'est la semaine de l'investiture de Donald Trump, donc dans 6 jours à partir d'aujourd'hui. Tout est possible. On va voir aussi, et puis on va voir, une fois que lui est en place, qu'est-ce qu'il va réellement faire par rapport à ce qu'il a promis, puisque ça aussi c'est toujours une inconnue. Avec Clinton, on n'avait aucun doute sur le programme. Hein. Avec Hillary, on savait à quelle sauce on allait se faire manger. Avec lui, il y a quand même une incertitude teintée de beaucoup d'espoir, mais on va voir si il fait ce qu'il a promis ou pas, quoi. On a 6 jours pour savoir si cette investiture se produira ou pas, parce que là aussi, il y a une inconnue. Il suffit qu'Obama justifie un ajournement de cette journée historique par un état de guerre supposé avec la Russie pour une attaque prétendue de hackers russes, etc. Hein. Dieu sait quel false flag bidon, comme ils nous ont déjà fait un bon paquet. Voilà. Donc là, on sent bien que plus la date approche et plus l'hystérie collective. On a vu avec ces fake news sur les soi-disant orgies de Trump avec des prostituées, avec ce faux rapport qui a circulé sans aucune vérification, du grand n'importe quoi. Ils se sont tous discrédités dans les médias mainstream avec ce truc-là. Donc on sent vraiment que ça devient l'hystérie psychotique palpable, quoi. Hein, là, c'est vraiment le poulet décapité qui est en train de tourner en rond, là. C'est clair. On va bien voir où ça se finit et comment ça se finit, mais c'est quand même assez dangereux, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. Donc je te dis à la semaine prochaine, Tom. Oui, à la semaine prochaine, Christelle. Merci encore une fois de ces informations que tu nous donnes depuis le terrain, hein, et voilà, indispensable pour que chaque citoyen puisse se faire une vraie opinion sur ce qui se passe réellement, et pas à travers des canaux d'information pipés, complètement vendus à des intérêts, etc. Quoi. Merci donc, et puis à très bientôt.
À la semaine prochaine. À la semaine Ciao. prochaine, bonne soirée. Au revoir.